à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre non pas d'un, mais de deux entrepreneurs. Nous avons le plaisir de recevoir Grégory Blard et Cléa Deliron, qui sont les fondateurs de la toute récente Maison Blard spécialisée dans le rhum arrangé à La Réunion. Ils nous parlent de la genèse du projet, des avantages d'entreprendre en famille et de leur stratégie pour positionner le rhum arrangé réunionnais comme un produit de luxe sur la scène internationale. Si le concept du podcast vous plaît, pensez à liker, à vous abonner, mettre une note, un commentaire, ça nous fera très plaisir et ça nous aidera beaucoup. Allez, ils sont chauds, ils sont motivés, sans plus attendre, on accueille Grégory et Cléa. Comment allez-vous, Grégory et Cléa ? Ça va et toi? Ça va super, merci. Top. Donc pendant cet épisode, on va parler évidemment de la marque, de Arrangé Blard et de vous, de votre parcours. Mais on a pour tradition de commencer par un portrait créole qu'on vous a préparé. Donc on va vous poser chacun 3 questions et c'est Franck qui va se charger de vous poser tout ça. Ok, ça marche. Avec grand plaisir, merci Clément. On arrive donc à ce 10e épisode et là ça y est, maintenant on peut parler de tradition posée, ancrée profondément dans le podcast. Ça fait partie vraiment de l'ADN de ce qu'on fait. Salut Grégory, salut Cléa. Donc là pour l'instant on ne vous connaît pas et pour connaître un entrepreneur créole, il n'y a pas mieux franchement que de faire son portrait créole. Alors honneur aux dames, on va commencer avec Cléa. Cléa, si tu étais un plat des îles, un plat de la Réunion, un plat de l'outre-mer, tu serais lequel et pourquoi? De façon générale, je dirais une salade bien fraîche, bien colorée, avec plein d'ingrédients de la Réunion, de l'océan Indien. On a une salade rafraîchissante, quoi. Après, sinon, en plat bien goulaf, un bourgogne saucisse, quoi. Les opposés, quoi. Une bonne salade ou alors un bon rogaille Ouais. saucisse. Ça même. C'est ça. Ok. Tu mettrais quoi dans ta salade? De la salade verte, des carottes, des maïs, un petit peu la viande quand même, des oignons, une bonne vinaigrette, sucré salé, un petit peu de touche, sucrée extensive. J'étais Voilà, une sûr, bonne j'allais salade dire ça, bien j'étais sûr. consistante, quoi. Oui, parce que moi mes salades, faut pas regarder, hein, c'est pas des salades, healthy, hein. Non, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc. Moi, si tu me dis salade, tu me dis, tu vois, 3 feuilles de laitue et c'est bon. Mais là, j'ai compris Ah que non, c'était des non. recettes vraiment élaborées, bien travaillées, un peu à Ouais, l'image, une bonne salade créole, quoi. un peu à l'image de ce que vous faites. Ok, donc on a le plat de Cléa. Grégory, toi, ce serait quoi ton plat? Ah, moi, Aïe, sans aïe. aucune hésitation, c'est Sivezoubit. Ah oui. Ah ouais, top. Parce que pour moi, c'est pas un plat où tu vas l'avoir tous les jours et c'est quand même assez rare et c'est assez complexe de le faire. Du coup, je le prends rarement, on va dire, au restaurant, mais je laisse mon père le faire parce qu'il est très, très bon en cuisine. Et c'est lui qui fait pour moi le meilleur civet de la Réunion. Donc, qui fait aussi le meilleur rhum arrangé de la Réunion. Mais bon, voilà. On y reviendra. On y reviendra. Ouais. Ok, donc on a une salade d'un côté, salade aux sarsives quand même, je précise, et un civet de l'autre. Ok. On a déjà un peu la terre, là, la terre et la mer qui s'opposent ou qui se complètent, on verra. Alors maintenant, au niveau du lieu, ça c'est une question qu'on trouve aussi hyper intéressante avec Clément, ça en dit pas mal. Donc dans le choix du lieu, c'était un choix, le choix d'un lieu qui vous inspire, que vous aimez, que vous appréciez, qui vous donne des bonnes vibes. Cléa, toi, ce lieu que tu as choisi, c'est lequel?
Alors là, encore une fois, je vais être un peu, générale en fait. De façon générale, voilà, c'est la Réunion dans son entièreté. La Réunion, c'est notre inspiration, hein, personnelle et via Arrangé Blard aussi. Après, si je peux donner un lieu précis, ça serait encore une fois pas très précis, mais c'est les montagnes, en fait. Je peux dire Mafate, par exemple. Voilà, vraiment, se retrouver en pleine nature, sans le bruit de la ville, les constructions, quelque chose de naturel, de pur, tant visuellement que, comment dire? Intérieurement, quoi. Se sentir vraiment, coupé du monde. Ouais, Ok, c'est vraiment les montagnes. De toute ok. façon, je sors dans les hauts, donc Non, c'est bien, je disais, hein, c'est le 10e épisode et c'est la première fois qu'on nous répond déjà salade pour la question sur le plat. ouais. Et c'est la première fois que quand on demande à un des entrepreneurs invités c'est quoi son lieu préféré, il nous répond La Réunion, quoi, avec un zoom Ah ouais? assez élargi. Donc, Et ouais, c'est intéressant. Et toi, Grégory? Bah, moi, comme d'habitude, moi, j'aime bien être précis. Et du coup, je vais dire Cascade Grand Bassin. Franchement, je trouve le lieu, c'est un peu comme dit Claire, c'est-à-dire tu es perdu, quoi. Enfin, je trouve que dans cet endroit-là, tu vois toute la Réunion en une seule photo, c'est-à-dire la nature, la Hmm, puissance, l'évasion, euh, les roches volcaniques, voilà, tout ce qui est arbres et faune et flore de la hmm. Réunion aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment un endroit où tu es vraiment déconnecté. J'aime beaucoup ce genre d'endroit. Donc, ouais, je dirais sans hésiter Cascade Grand Bassin. Ok, ça se mérite en plus. Il y a une bonne petite descente là Ah, exactement, pour c'est ça arriver aussi. là. Faut à peu près 3 4 heures pour descendre pour te comme dit Claude Beignet. Donc, voilà, faut le mériter. Ok, alors on a vos plats, on a vos lieux. Maintenant, au niveau de la musique ou au moins du style musical, quand vous avez besoin de bosser, d'être concentré, quand vous avez besoin de chiller, quand vous avez besoin de vous ambiancer, qu'est-ce que vous écoutez, Cléa? Là, tu as donné plusieurs trucs quand même là, parce que quand j'écoute pas la même musique, quand je bosse, quand je chill, ça m'ambiance. Quand je pose une question précise, tu me dis, ouh là là, c'est trop difficile de choisir. Donc là, je pose large. Non, mais encore une fois, moi, j'arrive pas à faire des choix, en fait. J'arrive pas à faire des choix, donc honnêtement, Greg, moi, j'écoute de tout. Ouais. Donc je pourrais pas donner un style musical, genre vraiment, j'écoute de tout et bon, j'écoute de tout sauf le métal, voilà, parce que ça me détend pas trop, mais c'est Quand tu as besoin de te motiver, par exemple, quand tu as besoin d'être motivé, tu vois, te booster. je vais écouter, des sons commerciaux un peu, c'est les trains qui passent, en boîte et tout là. On n'est pas dans le jugement, Cléa. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Ouais, je vais écouter EXO, Exactement. ouais, j'adore EXO FM, d'accord. Après pour me concentrer, je suis plus, un peu de soul, des musiques que je connais pas en fait. Je vais mettre sur YouTube, playlist, voilà, soit des instrus, des choses comme ça, parce que si je connais la chanson, je vais chanter avec et je vais pas du tout bosser. Moi, il faut me mettre des trucs, je connais pas le son et ça me détend. Ok, ok, ok. Et pour Voilà, toi, bon, c'est pas Grégory? très précis comme Greg, je suis désolée, hein. Non, mais tu vois tout de suite les côtés qui s'imbriquent entre Cléa et moi, tu vois. Hmm, On se ressemble beaucoup, mais sur des choses, on est un peu différents. Mais en tout cas, Mmh. sur la musique, je trouve qu'on est assez ressemblants parce que moi aussi, j'aime tous les types de musique, même le métal, ça dépend lequel, mais vraiment tout type de musique. Par contre, c'est vrai que ce qui me motive vraiment quand j'ai vraiment besoin de motivation, moi j'écoute beaucoup de rap et beaucoup de compas zouk. c'est vrai? Donc ça va dépendre du mood, tu vois. Mais voilà, si j'ai vraiment, tu vois, envie d'un truc vénère, je vais mettre du rap. Tu vois, j'ai besoin vraiment voilà, un truc qui m'a énervé aussi et que j'ai besoin de motivation, je vais plutôt mettre du rap. Et si je suis dans un mood un peu plus light, un peu plus cool, je vais mettre un compas et là, je vais bosser dessus. Mais par contre, je bosse toujours en musique. Je ne peux pas bosser sans musique. Mmh. Pour moi, c'est incompatible. Ouais, c'est J'arrive vrai. pas.
C'est intéressant et c'est un beau clin d'œil à nos amis des Antilles et de la Guyane qui nous Yes. écoutent. Et c'est une belle touche là c'est une belle touche pour clôturer ce portrait C'est créole. pas pour faire genre, hein, mais c'est vrai que Greg et moi, on écoute beaucoup de zouk compas, notamment en production, là, quand on fait nos petits Ouais. rhums arrangés, là. La musique. Ça. Donc, merci pour ce portrait créole. Il y a déjà pas mal de traits là, de personnalité qui se dessinent dans ce binôme avec Cléa d'un côté et Grégory de l'autre. Ça dessine un peu vos personnalités. Avant vraiment de commencer à discuter du projet, on aimerait savoir un petit peu aussi votre parcours, les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez fait, quels sont les choix qui vous ont mené jusque-là. Et pour ça, je sais que Clément avait quelques questions à vous poser. Ouais, en fait, on se rend compte que les expériences entrepreneuriales viennent beaucoup des parcours précédents. C'est souvent un cheminement, en fait. Et du coup, nous, ce qu'on aime bien savoir, c'est d'où vous venez, ce que vous avez fait dans les grandes lignes et qu'est-ce qui vous a amené justement à cette expérience entrepreneuriale, chacun en quelques mots. Cléa, peut-être si tu veux commencer. Alors, alors moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai fait l'EGC Réunion. L'EGC Réunion, en fait, la principale caractéristique, je dirais, c'est de vraiment former des entrepreneurs réunionnais et des PME, en fait. Voilà, après, voilà, il y a énormément de métiers hein, qui découlent de cette formation-là, mais c'est vrai que c'est très prononcé l'entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai intégré une école de communication sur Lyon et Paris. C'est Sup de Pub et je me suis spécialisée en marketing digital parce que c'était la matière que j'affectionnais le plus à l'EGC. Mais j'avais quand même dans un coin de ma tête l'entrepreneuriat. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Et ensuite, voilà, on vous racontera l'histoire d'Arranger Blard. Ensuite, j'ai eu cette opportunité avec Grégory et aujourd'hui, j'en suis à là. Après, au niveau de mes expériences professionnelles, voilà, c'est principalement dans la communication, en agence de communication, chez 2 annonceurs également, Hennessy, leader cognac, enfin leader du cognac, dans le monde et Parc national de La Réunion. Donc, c'est l'institut qui gère le bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc le patrimoine culturel quoi, de La Réunion. Donc voilà, et ces deux-là, du coup, ça match super bien pour la suite, qui est Arranger Blard, qui est un spiritueux inspiré de La Réunion. Voilà un peu mon parcours. Et juste, Cléa, avant de passer à Grégory, comment toi tu passes de Hennessy, tu vois, Mhm. au Parc national de la Réunion? Qu'est-ce qui fait la transition entre ces deux expériences-là qui, tu vois, coulent pas forcément de source là comme ça, Ouais, dit comme ça? ouais, ouais. Alors, quand j'étais en école de communication, non, quand j'étais en école de commerce, j'ai eu une expérience en agence de com spécialisée dans le luxe, qui s'occupait en fait de toutes les marques, les marques du groupe LVMH et d'autres, à La Réunion, toutes leurs opérations commerciales, communication. Du coup, c'est un milieu que j'ai apprécié, le milieu du luxe et j'ai décidé de poursuivre dans ce domaine-là quand j'étais sur Paris et du coup, voilà, j'ai été prise, chez Hennessy et après pourquoi le parc national? Parce qu'en fait, j'ai décidé de rentrer à La Réunion et je voulais, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui avait du sens pour moi et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, La Réunion, c'est mon inspiration, quoi et voilà, la transition s'est faite, comme ça, vraiment, une quête de sens, on va dire. J'aime toujours, ce secteur, haut de gamme, luxe, les beaux produits, sinon on n'aurait pas eu ce positionnement-là chez Arranger Blard. Mais là, il y a beaucoup plus de sens pour moi parce que c'est vraiment un produit qui vient de chez moi, en fait. Ok. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, complètement, complètement. Et en fait, maintenant que tu l'expliques, ça fait sens. Et Mmh. on voit vraiment, tu vois, ce que tu nous expliques, cette recherche un peu de sens et se rapprocher des valeurs, c'est vraiment quelque chose
qu'on voit se dessiner chez tous les entrepreneurs qu'on a interviewés Ouais. jusqu'à maintenant. Donc, finalement, ça semble assez logique. Ok, merci Cléa pour ces éléments sur ton parcours. Grégory, toi, de ton côté, d'où tu viens, ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à là avec nous aujourd'hui? Eh ben, écoute, d'où je viens, comme dit Créole La Réunion, moi c'est un Yab, sort de Game Saint-Paul, un petit village à Palmis. Big up pour toutes les gars à Ville Palmis. Donc, alors pour mon parcours, alors comme toi, Clément et Franck, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, donc au lycée Le Comte de Lille à Sainte-Ligne La Réunion. Du coup, après ces 2 ans de classe prépa, j'ai intégré une école d'ingénieur à Limoges, en chimie minérale. Et du coup, j'ai fait 3 ans, 3 là-bas, et puis j'ai été diplômé. Et sur le stage de fin d'études que j'avais effectué pour un leader mondial dans les matériaux de construction en terre cuite, qui est Wienerberger. Ils m'ont embauché directement et au siège social. Comme c'est un groupe autrichien, c'est basé à Vienne. Donc, du coup, j'ai déménagé tout de suite après mes études pour l'Autriche, à Vienne plus précisément. Et du coup, j'ai fait 6 ans là-bas, quasiment, en tant que chef de projet international, où j'ai été en charge, au début, en plus du support technique. Donc, on avait à peu près plus de 150 lignes de production à travers l'Europe. Et j'étais là pour soit des projets d'automatisation de lignes de production, soit en support technique. Donc, quand il y a un problème, on m'appelle, je prends l'avion et je vais résoudre le problème sur la ligne de production. Donc voilà. Et une fois, je pense que c'est 2018 à peu près. Euh, et j'avais toujours arrangé de papa avec moi. Donc, du coup, j'ai fait goûter un peu à tous les collègues européens qui ont beaucoup apprécié, qui ont beaucoup vidé de bouteilles d'ailleurs. Donc, ça, c'était pas cool, les gars, mais ils ont apprécié. Ça, c'était chouette. Et du coup, après, on va rejoindre l'histoire, la genèse d'Arranger Blard à ce moment-là. Et du coup, je ne sais pas si je la raconte tout de suite ou si on attend d'autres questions. Non, non, tu peux y aller, surtout que là, tu nous as bien teasé le truc. Donc, vas-y, alors, du coup, Les gars, ouais. Vas-y, vas-y. Écoute, ouais, voilà, la genèse d'Arranger Blard arrive à ce moment-là, c'est-à-dire que on est à peu près en 2018 et comme je fais goûter les rhums arrangés de mon père à tous mes collègues européens, euh, surtout quand je vais en mission dans les pays. Du coup, je crois que c'est en Croatie où j'ai un collègue qui me dit ouais, c'est super top, c'est vraiment bon. Mais où est-ce qu'on achète ça? Donc, je lui dis, écoute, en Croatie, où est-ce que tu vas trouver du rhum arrangé? Je sais pas. Tu vois, je commence à googler. Je me dis, bon, je vais googler un peu. Et je vois qu'il y a déjà des mecs sur le rhum arrangé vendus en ligne. Euh, Après, ce qui m'a fait un peu, ce qui m'a déçu un peu, c'était 90% étaient métropolitains. Donc, c'est des rhums arrangés de métropole. Et du coup, mais je vois qu'en fait, ils ne livrent pas du tout en Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment figé sur la métropole et aux pays limitrophes. À ce moment-là, c'était que les Belgique, si c'était livré au Luxembourg, mais ça n'allait pas plus loin, quoi. Donc, je me dis, voilà, l'idée, elle vient là. Donc, un rhum arrangé fait à La Réunion et exporté partout dans le monde, quoi, en dehors de la métropole. Donc, vraiment, la métropole, c'était limite même pas un pays cible. Voilà, au début. Donc voilà, l'idée arrive à ce moment-là. Et bon, après, je suis quand même bien chez Wienerberger, j'ai un très bon salaire, je voyage toutes les semaines. Donc voilà, l'idée, elle est là, mais je laisse un peu de côté, quoi. Et après, Covid arrive. Et voilà, moi aussi, j'ai envie de rentrer un peu la case, faire un peu ma vie, retourner dans mon île. Et du coup, Covid arrive et je remets cette idée sur la table, sauf que cette fois-ci, j'en parle à Cléa.
Et je lui dis, ouais, j'ai envie d'ouvrir ça, mais j'ai pas envie d'ouvrir ça seul parce que bah, je n'ai pas envie. Et du coup, j'aimerais bien que tu me rejoignes. Et c'est vrai que après, elle me dit, à ma surprise à ce moment-là, parce que quand je lui annonce, je me dis, bon, je suis un peu fou, tu vois. Donc, je lui dis, voilà, elle va me dire, je suis un gazé. Voilà. Et au final, elle me dit que l'idée est top et qu'elle est super intéressée. Et au final, on commence à faire des zooms, on commence à faire des visios pour parler un peu du projet. Et de fil en aiguille, ben, on commence à monter le business plan. Alors, il faut savoir que là, moi, je suis à Vienne, elle est à Paris à ce moment-là, je crois. Et du Ouais, coup, on monte tout le projet, le sourcing, les premiers fournisseurs à distance et tout ce qui est design de bouteilles, tout ça. Donc, on fait vraiment tout à distance. Et une fois qu'on a le business plan de prêt, je rentre à La Réunion en premier. Et je rentre à La Réunion en septembre 2020. Euh, et du coup, la société, on l'a créée en novembre 2020. Euh, et Cléa me rejoint à La Réunion en 2021, je crois. Donc, ouais, je fais quelques petits allers-retours, mais après, j'entre c'est ça. définitivement en février 2021. Ouais. C'est ça. Donc après, écoute, on monte tout le projet, on toque un peu à toutes les portes pour tout ce qui est subvention, financement, tout ça. Et du coup, ça nous prend beaucoup de temps. Et derrière, voilà, on a eu beaucoup de retard, surtout au niveau du financement, parce que voilà, on avait besoin de. Comme c'est un peu une industrie, enfin pas vraiment, mais voilà, il faut quand même beaucoup même si on avait pas mal de fonds propres qu'on a mis, il fallait quand même avoir un financement derrière, avoir des banques qui nous suivent. Et du coup, ça nous a retardé un peu. Mais après, voilà, une fois qu'on a eu tout ça, on a démarré. On démarre la commercialisation en septembre 2021. Donc, quasiment un an après la création de la société. Et, euh, et voilà. Et après, on débarque en fin d'année 2021 sur le marché réunionnais parce qu'en fait, on s'est adapté. On est passé d'un business plan où on pensait vendre sur Internet et surtout à l'export à un business plan qui a été complètement réadapté parce que le marché local était vraiment demandeur. Et parce qu'avec Léa, on se disait, il y a qui à La Réunion qui va acheter un rhum arrangé à peu près à 80 euros, quoi. Tu vois, c'est le fief du rhum arrangé, tout le monde fait son rhum arrangé chez lui. Il ne va pas y avoir, enfin, on va vendre, tu vois, mais on s'était dit qu'on ne va pas vendre non plus beaucoup. Et, Mhm. et au final, on vend vraiment beaucoup au marché local et on n'a pas encore commencé l'export parce que le marché local est très, très demandeur. Et Ouais. donc, ça, c'est cool. Et ça, vous vous en rendez compte à quel moment, tu vois, de dire, bah, finalement, il y a une vraie demande locale. Comment vous vous en rendez compte de ça? En fait, on commence la production en juin 2021. Et c'est quand on commence la production et qu'on commence à montrer en fait l'échantillon, donc la bouteille finie avec le coffret, Mhm. euh, déjà à notre famille et à des connaissances. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on voit que en fait, même si c'est un rhum arrangé, ils veulent quand même acheter à ce prix-là parce que c'est beau, c'est bon, c'est super bien travaillé. Et même, je crois que le déclic qui vient, après Cléa me coupe si je dis un peu n'importe quoi, mais je pense que le déclic vient quand on va voir Nicolas et qui nous dit, écoute, nous, on est intéressés et on prend temps. C'est notre première grosse commande et là, on se dit, ah ouais, peut-être qu'au final, on va peut-être plus vraiment s'axer sur le marché local, donc être fort chez soi avant d'aller à l'export. Ouais, du coup, comme tu as dit, c'est vraiment au niveau de quand on avait notre produit fini, en fait, échantillon, et quand on était encore dans la démarche de présenter à des organismes pour avoir des subventions. C'est là qu'ils nous Mhm. disaient: C'est bon, c'est un beau produit, nous, si on veut en acheter,
choses comme ça, quoi. Et c'est là qu'on s'est Ouais. dit: «Ouais, en effet, ouais, on va commencer par le marché local déjà parce que honnêtement, c'est plus facile, hein, quand tu Oui, bien débutes, sûr. une aventure entrepreneuriale et en plus, finalement, on s'est dit: «Oui, on va faire un produit réunionnais. Il faut que les Réunionnais connaissent ce produit quand même avant de l'exporter. Il faut Mm. qu'ils soient les premiers ambassadeurs». OK, C'est ça. OK. Ouais. Mm. Et là dans ce que vous décrivez, en fait, vous nous expliquez le moment où vous faites goûter en fait les rhums et C'est vous ça. montrez à la bouteille. Et c'est ça qui crée le déclic. Et en fait, le déclic Mmh. pour moi, et moi j'ai testé aussi le rhum, et, enfin, franchement, il est extraordinaire. Et le déclic pour moi, il vient de deux choses. Il y a ce qu'il y a dedans, donc le goût, Ouais. et tout le branding. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces deux sujets. Déjà, euh, ce qu'il y a dedans, qui le fait, les recettes, elles viennent d'où? Est-ce que c'est vous-même qui avez établi, pensé toutes les recettes? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait? Parce que je sais que vous êtes aussi pas tout seul dans cette aventure. Voilà, expliquez-nous un Exactement. petit peu tout ça. Alors, comme tu dis, oui, on n'est pas seul dans cette aventure. Il y a un élément extrêmement important, c'est le papa de Greg, du coup, c'est mon tonton. Oui, parce qu'on n'a pas dit on est cousins, hein. Je sais pas si vous l'avez Oui. compris, mais on est cousins, Oui. Greg et moi et les recettes viennent de lui, en fait, parce que, il a toujours fait du rhum arrangé depuis des années. Mais il le faisait, pour lui, pour ses proches, la famille, les amis. Mais c'est vrai que ça a toujours eu un franc succès et il a jamais donné sa recette à quiconque. Mm. C'est vraiment, sa recette à lui et du coup, comme Greg l'a dit, tout à l'heure, même en Europe, ces recettes faisaient, fureur auprès des amis et tous les collègues de Greg et voilà et après quand on a lancé Arranger Blard, on a quand même, repensé les recettes, essayé de nouveaux fruits, Mm. différents rhums, vraiment pour optimiser au max, mais quand même la base était là. Il y a des ingrédients secrets, on va dire, qui, qui font toute la différence. Mais on a eu quand même un gros travail voilà, d'ajustement. Après, voilà, il y a tout le niveau restriction aussi, législation, d'alcool, le degré et cetera. Non, c'est vrai que c'est vrai que, enfin, lorsque je dis aussi à Cléa, c'est vrai que la genèse du projet, enfin, le businessment, on le monte un peu à deux, on fait un peu les prémices à deux, mais c'est vrai que sans mon père, j'aurais pas lancé non plus. C'est-à-dire que, Mmh mh. on est trois et c'est aussi super important parce que c'est ces recettes qui sont Ouais. chez Arranger Blard. Ça veut dire que, voilà, aujourd'hui, si on a de la récurrence et si on a autant de très bons avis, c'est grâce à lui et ses recettes. Parce que, voilà, enfin, je veux dire, je vais être un peu cru, mais tu peux vendre de la merde une fois, mais tu la vendras pas deux fois. Enfin, voilà, tu vois, donc là, on aurait pu avoir un très beau packaging, donc les gens auraient acheté pour la première fois parce qu'ils trouvent la bouteille belle, ils trouvent le coffret beau. Par contre, ils n'auraient pas acheté une deuxième fois si c'était pas bon. Et chose que nous, on essaie d'avoir, c'est toujours avoir de la récurrence et de fidéliser les gens chez Arranger Blard pour leur dire, voilà, on ne paye pas que non plus une très belle bouteille, on paye le savoir-faire derrière de mon papa et toutes ces recettes qui sont encore un secret, tu vois. Il y a que nous en interne qui Et connaissons. encore, j'ai envie de dire, parce que lui, il fait son mélange. Il y a une préparation en amont que lui, il fait seul et que moi, honnêtement, je ne connais même pas les dosages, c'est vrai, C'est hein, ça. en vrai, Greg. Mm. Je Ouais, connais même c'est vrai. pas les dosages et après, voilà, c'est vrai qu'il est un peu moins exposé parce que, voilà, il a 66 ans, je crois, Ouais, 66 papa ans. 66. Ouais. Il est à la retraite, mais après, il est totalement, pour, cette aventure, hein. Il est à fond avec nous. Mais c'est vrai qu'il Oui, aime bien pas être sûr. exposé, voilà, à travers les podcasts, les interviews, C'est des ça. choses comme ça. C'est vrai qu'il est un peu, comment C'est un dire? petit peu en retrait là-dessus, mais c'est parce que, voilà, comme dit Claire, le connaît comment il est. Quand il est à un certain âge, il n'aime pas trop aller devant télé, il n'aime pas trop aller podcast, tout ça là. Donc, il est un peu, on va dire, en backup.
mais il est aussi important que nous deux, même si on est Oui, il est souvent, totalement intégré, ouais, voilà, même s'il vraiment. est souvent, on essaye de montrer avec les photos, surtout, en fait, avec Mmh. justement, comme sur LinkedIn, Cléa, voilà, essaye de montrer que c'est vraiment une maison familiale. Donc, on est 3, on n'est pas 2. Et ouais, après, on essaye de faire vraiment montrer que, voilà, il n'y a pas que Cléa et moi, il y a aussi Papa derrière qui est une grosse, voilà, qui assure derrière, quoi. Sans lui, Mmh. voilà, on aurait été une chaise à 2 pattes, donc la chaise de pattes, ça n'existe pas. Donc, tu vois, on serait tombé, quoi. Donc non, franchement, là-dessus, euh, on est content d'avoir un peu un mélange de savoir-faire entre Cléa, papa et moi. Mmh. Et je pense que c'est aussi ça la force de la maison, c'est que bah, d'une, c'est une maison familiale, et de deux, c'est vraiment un savoir-faire local et secret. Il y a, il y a un truc, je trouve que ça crée là, ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas si on vous a déjà fait la remarque, mais tu vois, typiquement, moi, ton papa, dans ma tête, j'imagine la personne que ça pourrait être, tu vois. Et en fait, je l'assimile à, tu vois, un Mmh. tonton que moi je connais, ou bien un papa, mon papa, tu vois. Et en fait, le fait, effectivement, qu'il soit là, mais tu vois, comme un personnage un petit peu caché et tout, ça Mmh. laisse aussi place à l'imagination de tous les créoles, en fait, parce que votre Ouais, histoire, finalement, je pense qu'on arrive aussi beaucoup à se projeter, se reconnaître, tu vois, un tonton, une tati, un papa qui fait un bon rhum arrangé ou bien un bon ciboulette et tout ça, ben, ça on me... arrive à se projeter là-dedans et je trouve que cette histoire que vous êtes en train de nous raconter, ça apporte aussi ce côté authentique, familial, parce que les gens arrivent à se projeter dedans. Donc, je trouve ça Mm. hyper intéressant. Franck, je vois que tu as enlevé t'as enlevé ton micro. Tu voulais dire quelque chose? Ah ouais, ça fait 10 minutes là que j'ai envie de prendre la parole. Non, effectivement, je trouve que ça participe grandement à la légende personnelle et il n'y aurait pas eu les vidéos où effectivement on le voit en cuisine, on se demanderait même si le Papa Blard existe vraiment ou est-ce que c'est pas un personnage qui fait partie du storytelling. Mais je rejoins Clément sur le Ah. fait que on peut vachement l'identifier enfin, on a tous dans notre famille quelqu'un qui fait très bien le rhum arrangé, un dédicace à mon père aussi au passage. Mais moi, du coup, ça soulève une question et je vais te la poser à toi, Grégory, puisque tu es la personne qui porte un peu la vision et le projet. Tu vois, donc tu as cette idée-là de projet à un moment donné qui vient du fait que bah, tu as des retours un peu spontanés. On te dit, ouais, le rhum est vraiment bon, tout ça. Ouais, ouais. Euh, de manière peut-être un peu instinctive, tu te tournes vers ta cousine, peut-être parce que c'est la seule personne dans ton entourage, enfin pas la seule personne, mais une personne dans ton entourage qui travaille dans ce milieu-là du luxe. Donc c'est un peu la bonne personne avec les bonnes compétences. Moi, j'aimerais bien avoir des infos là-dessus, tu vois, sur pourquoi te retourner vers Cléa à ce moment-là. Première question. Et deuxième question, ce sera justement quand tu as cette idée de créer la société et qu'après tu en parles à ton père, donc là dans un cercle encore plus proche, c'est quoi, lui, sa réaction de se dire que bah, je vais passer d'une production pour moi, chez moi, à une production à plus grande échelle et avec cet aspect-là vraiment industriel et professionnel. Donc, quels ont été un peu les premiers retours dans ton Ouais. premier cercle qui sont aujourd'hui ton cercle d'associés? Bah, écoute, alors pour répondre à la question avec Léa, c'est vrai que voilà, elle a des compétences que je n'ai pas, enfin, parce que je suis pas dans la communication. Voilà, j'ai fait une école d'ingénieur, donc moi c'est plutôt l'ingénierie, plutôt les Mhm. chiffres. C'est vrai qu'au niveau compétences, ça a matché, mais c'est surtout que on a toujours été en fait très complémentaires et très proches. Du Mhm. coup, voilà, c'était vraiment la première personne où je me suis dit, ben, je vais en parler, tu vois, sans vraiment calculer au début ses compétences ou voilà qu'elle était dans le luxe, parce qu'on voulait vraiment faire un pro, enfin
voilà, du rhum arrangé, un produit voilà, haut de gamme luxe qui méritait vraiment, parce que c'est un produit qui mérite vraiment d'être sur ce segment-là. Mhm. Mais ouais, quand j'ai l'idée, quand je lui en parle, c'est vraiment là, on est On est voilà, cousin-cousine. cousin-cousine. Voilà, on est Voilà. cousin-cousine et je lui en parle voilà, vraiment comme ça. Et après, derrière, elle me dit, ouais, franchement, c'est top l'idée, tout ça. Et c'est là que en fait, je réalise que, bah ouais, en fait, elle est dans la communication, on est vachement complémentaires. Elle a fait ses trucs chez NSI. Donc, je lui dis, bah écoute, vas-y, enfin, est-ce que tu es chaud de m'accompagner dans ce projet-là? Alors, justement, du coup, Cléa, quand Grégory te demande si des shots de la compagnie, tout ça, toi, dans ta tête à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Alors, la première fois qu'il m'en a parlé, je lui ai dit: je sais pas, du rhum, c'est chiant, c'est de l'alcool, il y aura plein de restrictions, comment on va faire? Il y a pas de local». Moi, je suis allée tout de suite dans Les détails. pas pessimiste, mais moi, je vois tout de suite les c'est d'ailleurs un truc que je dois travailler. Je vois tout de suite les côtés, voilà, très réaliste, terre à terre, ouais, mais ça va voilà, tous les trucs négatifs, on va dire. Et après, quand il m'en a reparlé, genre, je sais pas, peut-être 1 an après, Greg, hein, 6 mois, 1 an après, Ouais. là, pendant le confinement où moi, j'avais plus de poste, enfin, je venais de, j'étais sur, enfin, j'étais plus en poste, quoi. Ok. Et là, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas, c'est le confinement en plus, je sais pas trop quoi faire, le projet quand même a l'air cool, j'aime le projet, ça me parle beaucoup, l'entrepreneuriat c'est aussi quelque chose qui m'attire donc go». Voilà, c'est comme Ok. ça. Ok, ouais, c'est intéressant de voir que finalement, bah, les échanges se sont aussi un peu étalés dans le temps. Tu nous parles d'une Mmh. période là de 6 mois, un an entre les premiers échanges et Ouais, finalement ouais. les échanges qui deviennent plus concrets. Et pour revenir à la question par rapport à ton papa, Grégory, est-ce que lui aussi, il y a eu ce temps de maturation nécessaire pour accepter l'idée? Ah oui, là, c'était beaucoup plus long parce que, en fait, la première fois, en fait, je lui en parle même avant que Léa, en fait, l'idée. C'est-à-dire que dès que je l'ai en 2018, l'idée, Mhm. je commence à lui bassiner un peu les trucs, tu vois. Je commence à lui dire, écoute, ce serait pas con de faire un rhum arrangé à La Réunion. J'ai eu des retours. Mais voilà, comme tout papa créole. Et dire, mais voilà, on l'a fait ingénieur pour planifier au rhum arrangé à La Réunion, on va plus n'y gazer, quoi. Donc, il dit, il dit, bon, bah, tu vois l'idée tout de suite, voilà, elle te plombe. Donc là, je m'arrête tout de suite avec l'idée, donc je continue à bosser. Et ouais, le déclic, c'est vraiment Covid. C'est-à-dire que, ben, en fait, le Covid arrive à un moment aussi où je suis en plein questionnement parce que ça fait déjà quasiment 5 ans que je suis en Autriche. Je commence à me poser les questions, me dire est-ce que je vais faire vraiment ma vie ici? Est-ce que je vais trouver, voilà, faire une famille ici, trouver une femme ici? Est-ce que je suis prêt à rester à Vienne? Enfin, il y a plein de trucs qui se chevauchent un peu dans ma tête et je dis ouais, non, moi je vois pas du tout ma vie ici. J'ai envie de rentrer à la maison parce que toute ma famille est à La Réunion. Enfin, voilà, toute ma famille est à La Réunion et du coup, voilà, bah, en tant que Réunionnais, on est très famille et très porté sur notre île aussi. Et du coup, je lui en reparle, mais là, je lui en reparle vraiment lorsque limite Cléa, elle est déjà avec moi, quoi. C'est-à-dire qu'elle est déjà conquise et Ok. on a déjà avancé sur le projet. Et là, je lui dis, écoute, voilà, je lui montre les exemples, je lui dis, voilà, on veut vraiment faire un truc, on lui montre les photos, on lui montre la bouteille qu'on a choisie. Voilà, on choisit tout ensemble, on choisit la bouteille, le bouchon, tout ça, on lui met toujours dans la boucle. Et c'est là qu'il commence à réfléchir et tout. Il me dit, ouais, enfin, il commence à assimiler l'idée. Il n'a pas encore accepté, mais il assimile déjà mieux l'idée. Et par contre, ouais, au début, il me fait vraiment la gueule parce que je casse son ancienne maison. Et du coup, je commence à tout péter en bas, qui devient en fait notre atelier de production. Ouais. Et au début, ouais, voilà, il est vraiment très, très sceptique
parce qu'il voit que ça avance lentement. Il voit qu'il y a, au début, il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre, hein, tout simplement. Euh, et au final, lorsque vraiment on commence à avoir les contrats comme avec Nicolas ou d'autres cavistes indépendants, mais qui nous prennent aussi beaucoup de bouteilles, là, il se dit, ben non, en fait, il y a vraiment un marché pour ça. Et surtout, il y a de la récurrence. C'est ça qui lui faisait peur, c'est-à-dire que tu peux faire du one-shot, mais lui, voilà, il était sceptique sur la récurrence, tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, il voit que, voilà, il est encore un peu sceptique, mais il voit quand même qu'il y a beaucoup de récurrence, on a de plus en plus de clients, on a de plus en plus de points de vente, de points de consommation. Et surtout, c'est des très beaux points de consommation et très beaux points de vente. Donc là-dessus, voilà, maintenant, il est beaucoup moins sceptique. Et Mais voilà, même au là, début, je te coupe Greg, mais vas-y. même quand on avait tout finalisé, tout le produit finalisé et tout, il était quand même optimiste, hein. Là, il a eu plus de Oui, confiance. Il se il dit: l'a eu, «Non mais oui. ça là, il y a pas de raison que ça marche pas», je me Ouais, ouais, rappelle ouais, ouais, encore, ouais. «Ça il marche ça c'est sûr il marche ça». Quand on avait tout bien fait là, il était convaincu. Après, comme tu dis, par contre, oui, il y a une petite baisse des fois, il y a une petite baisse de voilà, comme nous tous aussi, hein. On se dit: «Bah, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce qu'il y aura de la récurrence et tout?» Mais ça va. Il est quand même, il croit quand même au projet. De toute façon, s'il croyait pas, bah, on n'en serait pas là. C'est vrai qu'il a eu cette phase d'optimisme. Moi, tu vois, tellement je fais plein de trucs en même temps, j'ai tendance à oublier. Mais c'est vrai que, ouais, il a une phase d'optimisme. Je pense qu'elle arrive lorsqu'on finit, en fait, l'atelier de prod, il est neuf. Quand on commence la prod, je crois, juste avant qu'on commence la prod, ouais, là, il a une phase d'optimisme. Il commence à calculer, il regarde un peu le business plan, il dit, ouais, ça va péter, c'est extraordinaire. Bon, cette phase d'optimiste ne dure pas beaucoup de temps, mais elle est là. Tu vois, c'est vraiment un pic et ça dure, allez, je dis même pas un mois. Et ensuite, voilà, retour à la réalité où, bah, de toute façon, c'est l'entrepreneuriat. Donc, voilà, tu Mmh. as des phases où c'est exceptionnel, des phases où tu redescends assez rapidement, où tu remontes. Donc, c'est vraiment, ouais, il était, on va dire, si on fait une rétrospective, euh, c'est à peu près comme ça que se jouent les sentiments de papa, quoi. Donc, Ok, ouais, j'imagine qu'il doit avoir aussi de la fierté de voir son nom là sur une belle bouteille, de ouais. voir son fils se lancer dans un beau projet comme ça. Donc, ok, là on a des bonnes informations. On voit bien entre 2018 avec cette idée là qui germe par rapport à des retours qui te sont faits. Il y a ce temps-là où toi-même tu y réfléchis, tu commences à en parler autour de toi, d'abord avec ton papa, ensuite avec ta cousine. Ça prend du temps. L'idée devient de plus en plus concrète. Vous commencez à vraiment travailler dessus. Septembre 2020, retour à La Réunion. Novembre 2020, création de la société. Et tu nous disais septembre ou novembre 2021, c'est ça les premières commercialisations? Ouais, septembre 2021. Ouais, ouais. Ok. Et donc on s'était arrêté à là. Vous nous avez parlé d'une première grosse commande avec les distributeurs Nicolas. Je passe la parole à Clément parce que je sais qu'il se posait pas mal de questions sur justement, c'est quoi les premiers chiffres au démarrage de votre société? Est-ce que les indicateurs sont un peu les mêmes que vous aviez imaginé dans le business plan? On a déjà eu un peu la première réponse que, en tout cas, non. En tout cas, sur la part d'export qui était prévue et vous avez eu cette bonne surprise au marché local. Donc, je laisse la parole à Clément. Il a beaucoup de questions à vous poser à ce sujet. Ouais, sur la partie peut-être un peu chiffrée, c'est avec le recul que vous avez, qui n'est pas non plus de plusieurs années, on voit que c'est une activité qui vient de démarrer, même si elle démarre fort, on l'a compris. C'est euh, vous, tu vois, à quel moment vous vous êtes dit, à la fois dans le business plan et dans la réalité, tu vois, OK, là, nos indicateurs sont au vert et on est sur la bonne piste, en fait, et ça va fonctionner. Ben, écoute, franchement, je pense que là où on se dit qu'il faut continuer,
c'est vraiment lorsque on fait un premier stock. Donc voilà, on n'est pas fou, on fait amener une palette de bouteilles, mais juste une. Ça représente combien de bouteilles? Ça représente 800 bouteilles. Voilà. Donc sur une palette, il y a Ah ouais. 840 cols. Donc voilà, ça représente à peu près 800 bouteilles. Donc on fait 800 bouteilles pour la première année. On coupe en 4 saveurs. Donc on commence avec 4 saveurs. Je crois que c'est Bibas, Passion, Goyavier et Citron Gallet. Voilà. Enfin, 2021, on commence avec ces 4-là. Et du coup, on teste le marché en fait. C'est-à-dire que voilà, on a fait le BP, on teste le marché avec ce stock-là pour pas risquer non plus au niveau financier et pour voir si vraiment la clientèle répond. Voilà, on fait quasiment tout le premier stock en 3 mois. C'est-à-dire que septembre 2021, décembre 2021, on écoule quasiment notre premier stock. Donc là, on voit que au local. Pro, alors on a plus une grosse clientèle de B2B, donc surtout cavistes, hôtels, restaurants. Mhm. Donc voilà, et Nicolas nous prend quasiment le quart du stock à lui tout seul. Donc là, on se dit, ouais, là, on a quasiment fini le stock en 3 mois. On a 800 bouteilles qui sont passées. Donc on se dit, non, là, il y a un petit feu vert qui arrive et on se dit, non, là, on va continuer. On fait d'autres saveurs et on commande en beaucoup plus gros et on fait plus de bouteilles pour que 2022, on essaie d'avoir plus de marché sur La Réunion et aussi d'avoir plus de saveurs, donc de répondre à d'autres demandes. Ok. Et là, typiquement, si on prend l'année 2022, c'est grosse maille, tu vois. Vous prévoyez d'écouler combien de bouteilles, par exemple? Alors, notre plus grosse période, c'est là, donc c'est novembre-décembre, enfin Ouais. octobre, novembre, décembre. Là, à l'heure actuelle, on est déjà à presque 1400 bouteilles. Donc, on devrait être pas loin des 2000 bouteilles pour toute l'année. Ouais. En moins de 2 ans, c'est beau, hein. C'est une belle histoire, en tout cas. Merci pour les chiffres, hein. On aime beaucoup, nous, recevoir des entrepreneurs qui sont transparents sur la réalité de démarrer une entreprise. Et donc, on entend les chiffres, là, 800 bouteilles la première année. Vous prévoyez d'écouler 2000 sur cette année 2022 qui touche à sa fin. Je pense que c'est important de bien remettre les choses en perspective et de rappeler qu'on est sur un produit de luxe, que vous êtes sur un marché, pour reprendre le jargon d'Océan Rouge, un marché peut-être déjà saturé avec beaucoup d'acteurs. Et donc, vous arrivez, vous êtes un nouvel acteur qui se positionne sur un segment difficile qui est le marché de luxe. Vous débarquez un peu de nulle part avec un produit que personne connaît. Et donc, on ne peut que saluer la performance, hein, qui effectivement est un très bon indicateur sur le fait de continuer et d'aller plus loin dans cette aventure. Pour nous, ça soulève 2 questions. La première question, ce serait au niveau du branding. Et là, je me tourne peut-être un peu plus vers Cléa. Ma question, elle serait à la fois simple et générale. C'est quoi les secrets d'un bon branding quand on veut se lancer sur le segment du luxe comme vous avez fait? Ouh! Alors, les secrets d'un bon branding, hem je pense que c'est déjà de croire en son produit et de raconter la vraie histoire, en fait. Nous, on insiste beaucoup, sur cette quête de sens, déjà personnel et aussi, heu, par rapport à Roger Blard. On on raconte notre histoire, en fait. On raconte, notre histoire un peu, personnelle, on raconte l'histoire de La Réunion, on raconte l'histoire du rhum arrangé et je pense que c'est vraiment rester authentique, être authentique et rester authentique. Mhm. Je pense que c'est ça qui nous démarque, de nos concurrents. Comme tu dis, on est sur un marché vraiment, très concurrentiel, mais qui pour nous, manque un peu de sens. Enfin,
les autres concurrents, je veux dire. D'ailleurs, j'ai fait un petit post là-dessus, sur LinkedIn, si vous je sais pas si vous l'avez vu, où je donne un peu mon point de vue là-dessus et je pense que ça joue beaucoup, en fait. C'est bah, tout simplement d'être vrai, d'être authentique. Tu vois? Ouais. On fait pas semblant, c'est vraiment bah, c'est un produit qui nous ressemble et Mm. qui a les mêmes valeurs, que notre famille, quoi. C'est les valeurs familiales, les mêmes valeurs qu'Arranger Blard. Ouais, non, je rejoins totalement Cléa là-dessus. C'est vrai que voilà, on aime dire qu'aussi personnellement, on est les mêmes dans la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment l'authenticité du produit et on a vraiment voulu mettre ça derrière parce que bah, le luxe, c'est aussi ça, c'est l'histoire, en fait. C'est Parce qu'au carrément ça, final, ouais. voilà, que tu parles de branding, c'est quoi la différence entre un Gucci et un Adidas? C'est vraiment la maison de la famille Gucci derrière, voilà, qui est une maison italienne, qui date je sais pas, enfin, ça a plus d'un siècle, je crois. Donc à chaque fois, voilà, c'est vraiment une histoire derrière, c'est une authenticité. Et voilà, on veut véhiculer, parce qu'on a vraiment vu ça, c'est vrai, au niveau de nos concurrents, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont dans le Rome arrangé, euh, il y en a beaucoup qui sont en métropole, alors que le Rome Mmh. arrangé, c'est réunionnais. Et du coup, voilà, c'est ça aussi on essaye de se battre derrière, parce que c'est pas qu'un combat là pour arranger Blard, c'est un combat pour tous les gens qui font du Rome arrangé à La Réunion. Mmh. Et voilà, on veut vraiment que ce soit peut-être pour bientôt, mais que ce soit voilà, que ce soit protégé, que ce soit une IGP, une AOP, une AOC, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on est en train de se battre pour ça, quoi. Donc derrière, Arranger Blard, il y a vraiment tout ça. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le branding. Alors, bien sûr, je pense que Cléa répondra mieux pour moi. Oui, il y a aussi, bien sûr, l'achat de graphique, le logo, les photos professionnelles qu'on fait. Voilà, il y a bien sûr qu'il y a ça derrière. Mais ce qui va être ce qui va, on va dire, qui va accentuer en fait le branding, c'est vraiment l'authenticité. Bah, effectivement, l'authenticité, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Enfin, ne serait-ce qu'à travers cet épisode-là et les échanges qu'on a ensemble. Et il y a aussi quelque chose, c'est, vous dites, voilà, vous racontez une vraie histoire. Et effectivement, moi, ce que je trouve, ce qui m'a marqué en regardant un petit peu le tour de vos, on va dire, de vos supports de communication, c'est qu'il y a beaucoup de cohérence, en fait. Cohérence dans le message qui est passé et dans la manière dont il est passé. C'est toujours très qualitatif. Quand on regarde votre feed Instagram, par exemple, on voit que c'est des photos voilà, professionnelles, très bien travaillées. Vous avez le lien Linktree qui renvoie vers notre histoire. Là, c'est une très belle vidéo qui montre l'atelier de production. Donc, on voit effectivement qu'il y a cette volonté-là de se positionner comme un acteur authentique et ça se traduit après opérationnellement par beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, on le sent, dans le message et la qualité aussi des supports qui véhiculent ce message. Clément avait une toute dernière question à vous poser. Effectivement, pour terminer un peu sur tout votre parcours, sur la marque, etc., je pense qu'il y a votre tagline, en fait, elle parle beaucoup. Et je pense qu'elle résume tout ce qu'on s'est dit. Et je vais quand même la rappeler parce qu'elle mérite d'être rappelée. C'est Smell it, taste it, appreciate. Je trouve qu'il y a ce côté à la fois, on vise la Lune. On va positionner la Réunion sur une échelle internationale, mais on reste Mmh. ancré sur nos valeurs. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans. On arrive à la fin de cet épisode. Comme on a pour tradition de le débuter avec toujours le portrait créole, on a aussi pour tradition de le finir avec des questions rapides qui nous permettent aussi de clôturer cet épisode. Alors, la règle du jeu, c'est d'y répondre de manière la plus concise possible. Et cette fois, du coup, mes questions vont être orientées
pour tous les deux. Donc, ça veut dire que vous aurez une réponse pour tous les deux. Donc, il va falloir se mettre d'accord. Normalement, vous avez préparé un petit peu ça. Donc, la première question, c'est quand on écoute un peu votre histoire, et c'est souvent le cas en fait, a posteriori, on a l'impression que tout roule en fait, que ça fonctionne, que c'était un peu facile, que c'était évident. Mais on le sait, hein, que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est en 2-3 mots, quelle était votre plus grosse galère depuis le début de votre aventure? Alors notre plus grosse galère, c'était, vraiment le tout début, en fait. C'était de convaincre tout simplement les organismes, les banques à nous suivre, dans notre projet. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi notre galère, Greg? Aujourd'hui, notre galère, c'est de trouver du temps. Donc, Voilà. voilà. Ok. À contrario, quelle a été votre plus grosse fierté depuis le début de l'aventure? Alors la plus grosse fierté, c'est, d'avoir, en 1 an d'existence, plus de 50 points de vente consommation à La Réunion, d'avoir encore de beaux projets qui arrivent là pour l'export. Et voilà, c'est notre plus grande fierté et de voir aussi, que les gens comprennent le message qu'on veut véhiculer, notre ADN en fait. Ça, c'est vraiment très gratifiant. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous feriez différemment si vous deviez lancer la même boîte ou une autre boîte demain? Franchement, alors pour nous, c'était surtout, enfin, si demain on changeait quelque chose, c'est être plus consciencieux sur l'aspect réglementaire. Parce qu'on est sur de l'alcool. Et c'est vrai qu'au début, on a eu beaucoup d'infos qui se mêlaient et que voilà, on a eu quelques infos qui étaient erronées. C'est surtout ça, je pense, qu'on changerait si on serait amené à créer une nouvelle boîte, c'est d'être plus consciencieux sur l'aspect réglementaire. Ok, ça marche. Et pour terminer, et là, du coup, je vous laisserai répondre chacun, c'est à votre avis, quelle est la plus grande qualité nécessaire à un bon entrepreneur? Alors moi, je vais commencer. Je dirais que c'est la discipline, parce que c'est vrai que quand tu deviens entrepreneur, c'est comme un changement radical dans ton quotidien et aussi, dans ton mindset, quoi. C'est que si tu fais pas les choses, n'avancent pas, tout simplement. Donc c'est vraiment se cadrer au maximum. Ok, et pour toi, Grégory? Moi, je dirais la persévérance. Faut persévérer parce que tous les jours sont pas roses. Et donc, il faut vraiment avoir la vision objective et persévérer. Faut pas lâcher. Ok, ça marche. Écoute, ça clôture notre épisode. Merci à tous les deux encore une fois d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé avec nous toutes ces infos. On était vraiment ravis de vous recevoir. Et on vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, à vous personnellement et à Arranger Blard. Et on a une petite commande bientôt à faire pour la fin d'année. Eh ben, écoute, top, top. Ben, je pense que Cléa me rejoint. Merci à vous aussi. C'est vraiment top de participer à ce podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère qu'on aura aidé alors tous les entrepreneurs qui ont déjà leur entreprise et aussi tous les néopreneurs qui vont arriver sur le marché, quoi. Faut pas lâcher. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt.